Dans notre circuit élémentaire, en plus du générateur de tension et des résistances, on peut insérer d'autres éléments, tels que bobines ou condensateurs. Pas de facéties, s'il vous plaît, ceci est un cours de haute électricité. Alors, qu'est-ce au juste un condensateur? Supposez que vous ayez deux minces feuilles de métal, que vous mettez l'une en face de l'autre et que vous branchez comme ceci sur votre source de tension. Celle connectée au pôle plus va perdre des électrons, c'est-à-dire qu'elle va se charger positivement. L'autre, au contraire, va récupérer des électrons. Elle va se charger négativement. Cela s'arrête au bout d'un certain temps, et on dit que le condensateur est chargé. Les électrons en surnombre d'un côté voudraient bien aller de l'autre côté, mais il n'y a pas de conducteur, ils ne peuvent pas passer. Et même, je les en dissuade totalement en mettant entre les deux un isolant bien meilleur que l'air et qu'en termes techniques on appelle le diélectrique. Un condensateur, c'est donc un sandwich au diélectrique, entre deux tranches métalliques, le tout souvent mis en rouleau pour que ça prenne moins de place. Dans la vie courante, il ressemble à ceci. Mais, direz-vous, où est l'intérêt de mettre dans un circuit des machins qui vont empêcher le courant de passer? Empêcher le courant de passer, là, il faut voir. Car quand je vais fermer mon circuit sur la source, le condensateur va se charger. D'un côté, il y a des électrons qui arrivent, de l'autre côté, une quantité égale d'électrons qui partent. Certes, les électrons ne passent pas à travers le condensateur, mais ils passent bel et bien dans tout le reste du circuit. Ce qui fait un courant électrique que par convention on représente par une flèche en sens inverse des électrons. Courant qui va décroître jusqu'à ce que le condensateur soit chargé au maximum. À ce moment-là, si on débranche la source de tension et qu'on ferme le circuit comme ceci, les électrons trop contents de trouver un chemin vont se précipiter. Ce qui refait un courant électrique, mais dans l'autre sens, courant qui va décroître jusqu'à ce que le condensateur soit déchargé. Et l'on peut recommencer. Mais combien de temps met-il notre condensateur pour se charger et se décharger? Avec une montre, c'est pas très facile à voir. Mais nos flèches intensité ont été spécialement dressées pour dessiner des courbes. Ainsi, au moment de la charge, elle dessinera ceci. Au moment de la décharge, le courant va dans l'autre sens, elle dessinera cela. Le temps que met un condensateur pour se charger et se décharger dépend de la résistance en série dans le circuit, mais il dépend aussi de ce qu'on appelle la capacité du condensateur. C'est en quelque sorte la quantité d'électrons qu'il est capable d'emmagasiner d'un côté et de perdre de l'autre. Et elle est proportionnelle, cette capacité, à la surface de deux feuilles de métal de mon sandwich, appelée armature. Elle dépend aussi de la minceur du diélectrique et de sa nature. Cette capacité du condensateur s'exprime en farad ou en microfarad du nom de Michael Faraday, le charmant jeune homme qui l'a apprivoisé. On a vu comment varier le courant, maintenant voyons comment varie la tension aux bornes du condensateur. Quand le circuit est ouvert et le condensateur déchargé, la tension est nulle évidemment. Dès que le condensateur est chargé, le courant ne passe plus, la tension est maximum et égale à celle de la source. Comme vous le voyez, courant et tension ne varient absolument pas en même temps. Le maximum de courant intervient toujours avant le maximum de tension. Aux bornes d'un condensateur, le courant maximal est en avance sur la tension maximale, mais on en reparlera. Ainsi, on peut dire que le condensateur, comme sa copine la bobine, un peu de sérieux quand même, je vous prie, que le condensateur, dis-je, est un monsieur qui s'intéresse aux variations. Soit que la tension de la source varie brusquement, comme dans nos expériences, soit surtout qu'on ait affaire à une source alternative, ce qui est le cas très souvent
dans la vie courante.